Nous sommes à l'heure de l'info, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission qui reçoit aujourd'hui Monsieur John Kankonda. Il est de l'Union Sacrée et candidat député national dans la circonscription de Lukunga, à qui je dis bonjour, Monsieur John. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci de nous réitérer encore la confiance. Je salue aussi les co-débatteurs, dans l'espoir que nous aurons un débat républicain basé sur les valeurs. Je salue aussi, parce que vous l'avez cité, tous les membres de mon parti politique et tous ceux qui sont de Lukunga, mais pourquoi pas tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui sont nombreux à vous suivre le plus souvent, sans oublier ici le pasteur Adam Kabasele et l'église Vie Nouvelle de Aix-la-Chapelle, non, excuse-moi, de Eupen, qui sont en train de nous suivre en ce moment. Vous êtes candidat à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga. Je vous permets de donner votre numéro sur la liste électorale. C'est lequel? Non, mon numéro, c'est le 986, dans le numéro de la CENI, hein, donc dans la circonscription de Lukunga, dans ce grand regroupement qui s'appelle ARENEL. ARENEL veut dire l'Alliance des réformateurs pour un nouveau leadership qui est dirigé par l'excellence Jacques Kangoudia. Et tous les membres de l'ARENEL, je répète que mon numéro c'est le 986 dans la circonscription de Lukunga, où j'avais été déjà candidat en 2018. Et cette fois-ci, c'est encore la même chose. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, dites à la population de Lukunga pourquoi elle doit voter pour vous. Ah, très bien. Et la population de Lukunga doit voter pour moi, c'est parce que je suis un homme qui aime la rénovation. Il faut innover dans beaucoup de domaines. Par exemple, il y a beaucoup de quartiers où il n'y a pas l'eau courante. Il y a beaucoup de quartiers où il y a le problème de l'eau, des érosions. Hein. Par exemple, en dehors de Kindele là-bas, tous ces gens, c'est toujours Lukunga. Donc, du côté de Lupen, du côté de Ngaliema, côté de Kindele, Mongafula, il y a un sérieux problème des érosions. Nous allons faire en sorte que la population de ce côté-là puisse vivre dignement, vaguer à leurs occupations, sans oublier l'insalubrité dans la ville province de Kinshasa, surtout dans la commune de Kinshasa, dans la commune de Lingwala, dans la commune de Barumbu, dans la commune de Limete, il faut le dire aussi, en passant par là, dans la commune de Kitambo, Galiem un peu partout. Donc il y a ces problèmes-là de l'insalubrité. Revenir à de nouvelles méthodes qui nous permettaient, excusez-moi, à ce que chaque samedi, on doit faire réellement le salongo. Donc c'est-à-dire dans chaque maison, et il doit y avoir aussi les services de salubrité qui doivent passer. Et ici, c'est essayer aussi de sensibiliser tous les bourgmestres de tous ces contrées-là. Ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Il y a quand même une commune pilote, la commune de Kinshasa, que le bourgmestre essaie quand même de faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais leur dire? C'est d'essayer à ce que les sous-siat qui se trouvent un peu partout puissent être en dur, et tous les policiers dans ces sous-siat doivent avoir quand même de matériel pour lesquels ils doivent combattre les colonnes. Et pourquoi pas ne pas sensibiliser chaque maison, que les enfants puissent être vaccinés et savoir quels sont les enfants qui sont là-bas, les enfants à l'âge scolaire, et essayer d'éradiquer tous les marchés pirates qui se créent partout, qui créent aussi l'insécurité et les problèmes d'électricité qui est tout à fait flagrant. Et ça, ce sont des choses que nous aurons à débattre et être sur place. Soutenir la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui doit impérativement créer les emplois. C'est la jeunesse, quand le chef de l'État parlait de créer des millionnaires, ce sont ces jeunes-là que j'ai commencé à encadrer depuis 2016. Il n'y a pas très longtemps que le chef de l'État a reçu quelques jeunes entrepreneurs. C'était dans le mouvement qui s'appelait MOGES, mouvement de jeunes pour l'entrepreneuriat, qui ont fait un cadeau au chef de l'État, leur donnant 9 999 $, parce que ce sont des gens qui sont en train d'émerger. D'accord, mais vous n'avez pas parlé des embouteillages, monsieur John. Mais tout ça, ce sont des cas collatéraux. Les embouteillages, même dans des capitales, par exemple en France, en Belgique, un peu partout, il y a des embouteillages. Mais quand il y a des embouteillages monstres dans des pays occidentaux, ça fait la une des journaux, ce qui n'est pas le cas ici. Non, ici, c'est vous les journalistes qui devez faire ce travail-là. Nous devons, ça, nous allons demander, parce que vous avez vu depuis l'avènement de nouveaux gouverneur, le chef de la police provinciale, M. Kilimbalimba, il y a quand même du changement,
Mais nous demandons à ce que, surtout que ce sont des artères, nous on a demandé depuis longtemps, que c'était aussi dans le projet du chef de l'État, d'essayer de délocaliser cette capitale. Vous verrez que cette ville, il faut le dire, quand vous allez par exemple dans des grands pays, vous direz que ça c'est l'ancienne ville, ça c'est la nouvelle ville. C'est-à-dire avec des topographies différentes, avec de nouvelles cités, comme le chef de l'État l'avait parlé de Kimpoko, nous sommes obligés de lui faire la pression. Ça va se faire à l'Assemblée nationale. On doit débourser, laisser cette vieille ville, on peut dire, qui est déjà avec les problèmes d'érosion aussi, les problèmes des embouteillages un peu partout, parce qu'il y a une surpopulation, mais essayez aussi de voir pourquoi il y a beaucoup de gens, pourquoi en Europe, à un certain moment, peut-être un certain week-end, je vais terminer, du moins, on parle de journées sans voiture. Nous devons aussi installer ça parce que ça pollue plus. Bien que nous sommes un pays solution sur le plan écologique. D'accord. Et notre invité, c'est M. Paulin Mbumba. Il est communicateur de l'Union des Républicains de Norbert Louyeye, à qui je dis bonjour, M. Paulin. Bonjour, messieurs les journalistes. Et bonjour à mon co-débatteur. Et je salue tous les membres de l'Union des Républicains parsemés dans les 4 coins du pays, pourquoi pas dans le monde. Et mes salutations vont également à tous ceux qui aspirent au changement et à tous ceux qui savent que depuis que la République démocratique du Congo et la République démocratique du Congo, ou depuis que l'avènement de ce régime au pouvoir, nous sommes aujourd'hui au 48e jour du vide juridique dans notre pays. Raison pour laquelle je tiens à saluer ceux qui savent cela. Il y a un vide juridique, vous dites? Tout à fait, à la lumière de l'article 73 de la Constitution qui stipule le scrutin du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Donc c'est depuis le mois de septembre qu'on devait avoir le scrutin du président de la République. Raison pour laquelle je salue tous ces gens-là qui savent, qui maîtrisent bien cette loi. Raison pour laquelle je ne peux pas les oublier. Et je salue le boss lui-même, Norbert Louyeye, président national de l'Union des Républicains, parti politique de l'opposition radicale. Ok, êtes-vous partie prenante au processus électoral? Avez-vous aligné des candidats à tous les niveaux des élections? L'Union des Républicains n'est pas partie prenante au processus électoral, entaché de beaucoup d'irrégularités. Parce que lorsqu'on veut prôner un état de droit, messieurs les journalistes, retenez que tout état de droit commence par le respect de textes. Lorsque les textes sont violés, je ne pense pas que ces slogans qu'on a toujours vantés d'un état de droit, je ne pense pas que cela se réalisera dans un pays qui se veut sérieux. Raison pour laquelle l'Union des Républicains n'est pas partie prenante au processus. D'accord. Monsieur John, rendons-nous au Libéria, là où George Weah a concédé sa défaite face à Joseph Boakai. Sur la radio publique libérienne, George Weah a dit que l'écart creusé entre son concurrent et lui prouve à suffisance qu'il ne va pas gagner cette présidentielle et qu'il a appelé M. Joseph Boakai pour le féliciter. Et selon George Weah, c'est vrai, son parti et lui ont perdu, mais c'est le Libéria qui a gagné. Est-ce que ce scénario peut être envisageable ici? Est-ce que ça vous fait peur de voir qu'un président en fonction qui organise les élections et le perd? Merci beaucoup pour la question. Je vais répondre rapidement parce que j'ai aussi une maîtrise en politique internationale. Mais il y a des choses que je ne peux pas laisser passer ici. Vous avez compris directement à l'entame. Votre invité est en train de traiter ce gouvernement de tout et de rien. Alors, je ne sais pas quel est le parcours. Il dit qu'il y a un vide juridique au regard de la Constitution. Je vais y revenir. Okay. Ce n'est pas le chef de l'État qui convoque la CENI, qui convoque les élections. On ne peut pas faire l'amalgame. M. Norbert Louyeye, son chef, moi je le connais personnellement, il était à l'UDPS, c'est l'ancien de l'UDPS. Est-ce qu'il peut nous dire son parcours à l'UDPS? Je ne parle pas de lui. Quand il nous parle de vide juridique, je ne sais pas, le vide juridique, si M. Louyeye, que moi personnellement je connais, qui était l'un de secrétaires particuliers du Sphinx de Rose Mémoire, peut nous traduire l'article 73.
Parce que dire que le gouvernement est incompétent. Maintenant, écoute, vous amenez quelqu'un qui n'est pas partie prenante à l'élection. Excusez-moi, il ne faut pas les dédouaner ici. Non, mais c'est John, il a J'ai fait la pédiatrie politique avant de continuer. Il ne faut pas vous me posez la question, sinon vous êtes en train de me museler. Là, ça devient désagréable. Vous m'avez imparti le temps, je vais récupérer dans ça. Hein? Okay. Je vais là rapidement, parce que nous a parlé qu'il y a un vide juridique ici. Comme dans ces pays, il n'y a pas de juriste. Nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons le Conseil supérieur de la magistrature, nous avons tous les quatrièmes pouvoirs ici, dans cette République. Mais le monsieur vous dit, parce qu'il est très, je ne sais pas, très intelligent, ou bien il a beaucoup plus de matière pour nous dire que la République a échoué, le chef de l'État a échoué, parce qu'il n'a pas convoqué. Nous avons une commission nationale indépendante. Nous parlons de l'indépendance, je ne sais pas s'il va me définir ça quand il va pas à sa prise de parole. Je voudrais qu'il m'explique ça. L'indépendance, cela veut dire quoi? La CENI ne dépend pas de la présidence de la République. La CENI ne dépend pas de la Cour constitutionnelle. C'est un organe indépendant. Mais la CENI je voudrais qu'il puisse comprendre le texte juridique de la République. J'aurais bien voulu que le monsieur me dise que pourquoi nous ne sommes pas allés aux élections à tous les voix en 2016. Ils étaient où? Ok, Libéria. Monsieur Lié était où? Revenons sur Libéria. Il ne faut pas venir donner des leçons ici alors que nous venons de très loin. Les élections auront lieu le 20 décembre. Tout le monde doit le savoir. Georges Weah est parti, je le connais personnellement aussi. Et il a démontré qu'effectivement, on ne peut pas s'accrocher au pouvoir. Il n'a pas réussi. Son discours donne la matière à réflexion à beaucoup. C'est-à-dire qu'il a compris que ça ne pouvait pas aller. Nous avons un pays tout à fait particulier qui est le Libéria, où un ancien président est en prison, arrêté aux États-Unis parce qu'il avait des origines américaines. La dame qui l'a suivi, j'ai oublié le nom. Ellen Johnson. Ellen Johnson. Il a fait, je pense, 2-3 mandats. Il est parti. George Weah est arrivé. Et arrivé là-bas, il s'est rendu compte du bilan qu'il pouvait, par rapport à ce qui s'était fixé comme objectif, il n'a pas réussi. Il a été battu. Il accepte ça sportivement. C'est quelque chose qu'il faut saluer, surtout en Afrique. Mais le contexte n'est pas le même. Ici, nous avons un champion africain de la masculinité positive. Ça, c'est un. De deux, le président de la République, Félix Antoine, a mis le pays dans le rail. Où M. Louye est partout, il est en train de nous suivre. Parce que nous avons battu avec lui. On était partout dans la diplomatie où on a cherché à ce que ces pays puissent changer le paradigme, le blason. Vous avez suivi le discours de 2h30 du chef de l'État, un discours bilan, où il a tout expliqué ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. D'accord, on va revenir sur ça. Aujourd'hui, les donnes ne sont pas les mêmes. C'est une bonne chose pour la démocratie africaine. Effectivement. Effectivement. Et nous saluons ça. En tant que démocrate, en tant que tshisekidiste, moi je salue ça. Et si jamais cela arrivait au Congo, vous allez accepter les résultats. Mais je vous dis que je ne vois pas en face de Félix, il n'y a rien. Non, je dis si jamais cela arrive. J'ai dit qu'en face de lui, il n'y a rien. Parce que regarde l'opposition comme elle est en train de s'aliéner, excusez-moi l'expression. Il y en a qui sont en Afrique du Sud en train de se chercher un candidat commun. C'est différent de 2018. Aujourd'hui, les mêmes acteurs reviennent, alors qu'en 2018, Félix les a frappés à plein couture. Aujourd'hui, ils reviennent, ils ne savent pas se mettre d'accord. Chacun va dans l'ordre dispersé. C'est ce qui va permettre à Félix de rempiler, parce qu'il a un bilan présenté. C'est ce bilan que nous sommes en train de... C'est ça le moment de faire le bilan. D'accord. Alors, organiser une émission, nous allons vous accorder, vous démontrer tout ce qu'il a déjà réalisé avec des preuves à l'appui. D'accord. Monsieur Paulin, une Afrique qui bouge. On a vu ça en Zambie. Et maintenant, c'est au Libéria où un président sortant organise des élections, il le perd et il accepte de partir. Merci beaucoup. Avant que je ne réponde à votre question, je préfère faire un petit toilettage technique. Rapidement, parce qu'on n'a pas tout le temps. Certaines choses. Je pense que mon frère John est beaucoup plus dans le fanatisme, au lieu de rester sur le plan scientifique. Mais ce qu'il est en train d'évoquer là, il ne m'a pas bien saisi. J'avais bien dit que le scrutin présidentiel est convoqué par la CENI. Je n'ai même pas fait allusion de M. Félix. J'ai parlé de la CENI 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Mais lui, il me parle
commence à critiquer le chef de l'État, lui que je connais, tout ça. Moi, je ne suis pas là pour faire la publicité des noms, mais je parle scientifiquement, je parle de ce qui est scientifique. J'ai évoqué l'article 73 de la Constitution. Contredisez-moi par rapport à l'article. Si l'article est faux, dites que non, l'article là est mal interprété. Si c'est bien interprété, donnez-moi au moins les éloges. Alors, je pense que mon frère devait savoir certaines choses. Alors, Libéria, oui, je pense que là où il y a la démocratie, il y a la paix, il y a l'acceptation de l'autre. Ce que George Weah a fait, il a accepté sa défaite. C'est une chose à saluer. Je pense que si cela pouvait y arriver un jour en République démocratique du Congo, je pense que le Congo sortira gagnant et les Congolais applaudiront tous comme les Libériens ont fait. Vous pensez que ce scénario est envisageable ici? Envisageable avec le processus de M. Kadima? J'ai dit non. Parce que tout a été biaisé dès le début. Dès le départ, M. Kadima, d'abord, nous connaissons comment est-ce que M. Kadima est venu à la tête de la CENI en violation des lois et des textes de la République. Je pense que dans le sujet que vous m'avez envoyé, je pense que c'est le 3e sujet. Alors je pense qu'on va aborder cela en long et en large. Je pense que ce qui se passe au Libéria, aujourd'hui au Congo, c'est difficile. Peut-être à la longue, dans les années qui viennent, ça pouvait y arriver. Ok, rendons-nous dans les Olomami à Malemba-Nkulu où sévit un conflit intercommunautaire entre les Kassaïens et les Katangais. Maître John, vous êtes une élite, vous êtes un acteur. Docteur John, vous êtes une élite, un acteur politique. Lorsque vous recevez ce genre d'informations qu'il y a des violences intercommunautaires entre les enfants du même pays, comment est-ce que vous apercevez cela? J'aurais bien voulu, parce que notre ami Paulin est en train de chercher à faire que je puisse être très pratique sur le plan du droit. Je vais vous relancer, aller d'abord dans l'article 70-70 de la Constitution. Ça va vous permettre de bien interpréter l'article 73. Et de deux, aller aussi à l'article 104. On ne peut pas prendre les articles de la Constitution comme si on faisait les jeux de ping-pong. Les articles, c'est concorde. Je vous envoie d'abord, avant d'arriver à l'article 73. Allons à Malemba-Nkulu, Dr John. Je vous dis, je fais juste une petite pédiatrie politique, comme ça va lui permettre d'aller voir encore sur le plan tout à fait scientifique, qu'est-ce que ça dit. C'est vrai que les élections doivent être convoquées 90 jours avant la fin du mandat, mais revenez d'abord à l'article 70. Là, vous allez revenir. Très bien, mais vous devez savoir que c'est la CENI. Ne faut pas faire l'amalgame ici. Si c'est la CENI n'a pas fait son travail, c'est ce que j'ai dit. Je viens de condamner, et je dois condamner avec la ferme énergie ce qui s'est passé à Malemba-Nkulu. Docteur Kankonda, que vous voyez. Ça se passe dans un pays où le président de la République est champion de la masculinité positive. Mais oui, mais permettez que je vous réponde, non? Ça, c'est une deuxième question. Mais donnez-moi le temps, sinon vous allez commencer à me faire la pression. Je suis moi-même victime des affres de Laetitia Mboka à Lubumbashi, 87-88. Je sais comment ça a été organisé et ça s'est proliféré par après avec l'épuration ethnique qui a eu lieu. Et nous avons des acteurs comme le feu Kingwa Kumwaza, Ngunza Karlbond, ainsi que d'autres acteurs, même le John Numbi, qui étaient au four au moulin pour tuer, décimer et puis massacrer la population congolaise. Ce qui s'est passé à Malemba-Nkulu, rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo qui est devenue virale où on a vu un candidat, M. Moïse Katumbi, en train d'appeler la population à l'intolérance, au tribalisme. Au moment où je vous dis, il y a un autre, ça se passe à Likasi, c'est une interpellation, une dénonciation. Il y a un monsieur qui est à Likasi, d'origine grecque, je vais citer son nom tout à l'heure, qui est en train aussi, mais c'est Nassem, qui est en train de revivre aussi ce genre de propos. Incitation à la haine tribale. Ce qui s'est passé à Permettez, je vous parle. Avec Permettez que je vous parle. J'ai dit qu'il a fait une déclaration pour citer
que les gens qui ne sont pas de lui, ce sont des talibans. Il a proféré, il y a des vidéos qui sont devenues virales que je vais vous envoyer. Je ne dis pas qu'il a fait, mais en tant qu'homme politique, si quelque chose arrive aujourd'hui, c'est-à-dire que ça a eu lieu depuis très longtemps. Pourquoi ça commence maintenant? Pourquoi ça n'a pas commencé il y a 5 mois? Pourquoi ça n'a pas commencé il y a 2 ans? Parce que ces gens-là habitent dans leur milieu naturel, ils sont chez eux. Ici à Kinshasa, vous verrez que nos frères qui vendent souvent les cacahuètes, ou bien qui font des vernis, ainsi de suite, ils viennent d'une certaine province. On ne peut pas les stigmatiser qu'ils viennent à Kinshasa faire quoi? Nous, dans les temps, avant de venir dans la capitale, ou bien quitter ici, aller par exemple dans une province, ou soit je dois aller à Lubumbashi, on devait avoir un document qu'on appelle la prise en charge. Et vous devez expliquer combien de temps vous devez faire là. Et puis il y avait les milices de Mobutu qui s'appelaient les cadres du vérifié. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un ne pouvait pas se pavaner n'importe comment. Mais le discours incitatoire ou bien incitatrice de ce qui s'était passé quelques jours après, où on cite les autres comme étant des talibans, vous devez savoir que le mot taliban vient du Pakistan, où il y a eu de ces petits combattants-là qui s'étaient proclamés pour soulever et soutenir leur pays. Peut-être dans la violence, ça je ne peux pas le dire, mais quand les gens, quelqu'un, une autorité qui veut devenir président de ces pays, est en train de crier, demander à d'autres de s'attaquer. Je vais vous montrer une autre vidéo où les mêmes personnes sont en train de distribuer les machettes. Pour quel objectif? Qui dit qu'ici, si nous sommes chez nous, les autres doivent rentrer chez eux. Alors la personne qui nous parle, ni des pères congolais, ni des mères congolaises, ni des femmes congolaises, ni des enfants congolais, mais ces gens-là, ces genres de personnes, ce sont des personnes que nous interpellons ici, le vice-ministre et ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, qui doivent vraiment dépêcher, je le félicite, parce qu'il a dépêché une mission là-bas où on a arrêté des instigateurs. Maintenant, quand ces gens-là vont dire qui sont derrière eux, ne dites pas que c'est un acharnement. La loi est dure, mais il reste la loi. Alors, ici, c'est une façon d'interpeller tout le monde. Donc, si je comprends bien, Congolais, vous connaissez déjà ceux qui sont derrière ces gens-là, c'est pour cela. C'est à la justice de faire son travail, mais je vous donne quand même quelques pistes de ce qu'on a vu. Imaginez que vous arrivez en Sangamabila, vous dites c'est quoi? Mais c'est un conflit latent. Excusez-moi. Quel conflit? C'est un conflit latent. Mais oui, je vous dis quel conflit? Où les gens, est-ce que vous connaissez l'origine ou bien la suite de ce conflit-là? Qui ont construit les Katanga? Quand nous parlons Malemba Kulu, je parle ça dans l'ancienne configuration des Katanga. Peut-être que vous n'y avez jamais été. Il y a des Batete là, il y a des Bangala. C'est comme dans les temps où les Kasaï, que ce soit oriental ou bien central, Kasaï occidental ou bien Chikapa aujourd'hui, quand il y avait la prolifération des diamants, c'est tout le monde qui venait là-bas. Ils sont chez eux, même les étrangers. Même les Angolais venaient là-bas, même les Burundais, tout le monde venait. C'était un Eldorado. On ne peut pas dire que les autres ne peuvent pas venir ici si quelqu'un vient acheter ce diamant ou bien que des gens qui vont dans des mines. On doit les stigmatiser alors que nous sommes tous Congolais. Mais comment aller aux élections avec des tensions, ça et là, ici au port de Kinshasa, des conflits aux provinces orientales, la même chose et maintenant dans les Katanga. Mais comment aller aux élections avec des tensions par-ci par-là, docteur? Je vous dis que les politiques... C'est vous qui êtes censé les apaiser, mais apparemment... ont de longues mains. Nous allons aux élections, personne ne va fuir les élections. Okay. Nous allons aux élections. Le 20 décembre, déjà demain, j'interpelle à tous les amis, mes camarades de Lukunga, de descendre nombreux au stade où le chef de l'État, le candidat Félix, le camarade Félix, va pouvoir faire une sortie officielle. C'est aussi notre sortie officielle. Nous devons démontrer à la face du monde que, suite à ce que les réalisations que le chef a dû faire, sur le plan sécuritaire, sur le plan des infrastructures, sur le plan politique, il mérite un deuxième mandat. Je dis que pour le moment, il n'est qu'un simple candidat. D'accord. Monsieur Paulin, vous avez la parole. Le conflit, les violences intercommunautaires dans les territoires de Malemba Nkulu, d'aucuns pensent qu'un candidat serait derrière ça. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question posée. Un candidat à la présidentielle, je précise. Je vais d'abord rencontrer mon frère John, qui m'a cité, je pense, 3 articles de la Constitution, qu'il ne maîtrise même pas aussi. L'article 70, l'article 73, et puis l'article 104, je pense. Je vais revenir sur l'article 70. Deuxième alinéa, nous parle d'abord, premier alinéa, nous parle
le président de la République est élu au suffrage universel à un mandat de 5 ans et tout ça. Deuxième alinéa, on parle, il reste en fonction jusqu'à l'installation définitive du nouveau président élu. Vous ne pouvez pas évoquer l'article 70 sans pour autant commencer par parler de l'article 73 de la Constitution. C'est là où certaines personnes confondent certaines choses. J'ai dit que l'article 70 trouve sa raison d'être. Il y a élection, M. Paulin. Mon cher ami, attendez, il a touché. Vous parlez comme s'il n'y a pas élection. Je sais ce que je dis. D'accord, allez-y. Ok. Allez-y. Je vais évoquer beaucoup de choses. Allez-y. Dans le 3e, 4e sujet, il y a des choses. Et vos apaisements. On ne peut pas parler de l'article 70 sans pour autant faire allusion de l'article 73 de la Constitution. On sous-entend qu'il va rester en fonction. On sous-entend qu'il y a eu élection suivant l'article 73 de la Constitution, 90 jours qu'il a reconnu. Il va rester en fonction juste pour une transition de 3 mois en attendant que son successeur vienne pour faire la remise et reprise. Okay. Donc là où mon frère voulait mentir la population. Revenons sur la question de Malemba Nkulu. D'abord, l'Union des Républicains, parti politique de l'opposition radicale qui est dirigé par M. Norbert Louyeye, l'homme constant, a toujours condamné ce genre de choses. Tout parti politique sérieux ou tout politicien sérieux condamne toujours là où la violence se trouve. Alors, le problème de Malemba Nkulu, on a parlé d'un conflit intercommunautaire. Et quand on parle de l'intercommunautaire, on sous-entend qu'il y a des leaders dans des communautés, soit leaders politiques, leaders religieux, et ainsi de suite. Mais ici, mon frère a évoqué un leader politique. Lorsqu'on crée un parti politique, l'objectif n'est pas seulement avoir le pouvoir, conquérir le pouvoir et l'exercer, mais aussi éduquer la masse. C'est ça aussi le rôle d'un leader politique. Il faut éduquer la population, éduquer les membres. Mais nous avons comme l'impression dans notre pays, cet aspect-là, la plupart des partis politiques ne s'intéressent pas dans cet aspect. Excusez-moi la tautologie. Nous nous disons que les leaders politiques ont un devoir de sensibiliser la masse, de sensibiliser les militants. Que ça, qu'il faut faire, ça, il ne faut pas faire. Raison pour laquelle, nous dans notre parti, M. Norbert Louyeye a toujours condamné ces genres de pratiques. Et ce n'est pas seulement à Malemba Nkulu. Nous devons aussi voir ce qui se passe au niveau de la Tchopo aujourd'hui, entre deux communautés. Nous devons aussi voir ce qui se passe au niveau de Grand Bandundu. Et tout ça. Donc, pas seulement Emma Elendou et puis les Mbolé. Oui. Ça aussi, tant bien même que ce n'est pas médiatisé comme on le fait de Malemba Nkulu. Là aussi, j'interpelle ceux qui nous gèrent par défi, qu'ils sachent que les communautés, ce n'est pas seulement au niveau de Malemba Nkulu, au niveau de Grand Bandundu aussi, au niveau de la Tchopo, et ainsi par là. Et d'ici par là. Raison pour laquelle nous disons il faut condamner partout où il y a la violence. Alors, pour revenir un peu à ce que mon frère John avait dit, que vous m'amenez des gens qui ne participent pas, qui ne sont même pas dans le processus électoral. Il faut accepter la contradiction aussi. Vous ne pouvez pas être avec celui qui partage la même vision que vous. C'est-à-dire, vous qui participez aux élections organisées en violation de la Constitution, il faut aussi accepter des gens qui refusent de participer aux élections organisées en violation de la Constitution. C'est ça la démocratie. D'accord. Docteur John, parlons du discours du président de la République, mais précisément de sa conclusion. Le président de la République, pour conclure son adresse à la nation, il a mis le peuple congolais devant des possibilités, soit répartir à zéro, ou faire en sorte que nous puissions consolider les acquis de l'élan dans lequel il a mis le pays. Alors, je sais déjà que pour vous, il faut consolider les acquis. Mais quels sont les acquis que l'on doit consolider? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Ça me fait marrer. Mais je suis très content. Je l'aime bien. Je l'aime bien parce que... écoutez, mon cher frère,
Ce que vous apprenez dans votre parti politique, c'est la vision de Papa Tshisekedi. Vous ne pouvez pas me contredire. Je ne veux pas trop m'attaquer à mon cher Norbert, mais je voudrais que vous compreniez que tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il vous apprend, ça vient de quelque part. Vous avez dit que nous devons apprendre à nos politiciens, les éduquer. Mais dis-nous, quand vous les éduquez, à ne pas d'abord aller se faire enrôler. Quand vous les éduquez, à ne pas faire partie prenante aux élections à tous les niveaux, je me pose la question, comment votre parti politique va pouvoir survivre? D'accord. Alors, je me pose la question, vous faites des matinées politiques, vous savez d'où c'est venu? Dans ces pays, il n'y avait que deux philosophies, deux universités, le tshisekedisme et le moboutisme. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais appris qu'il y a une autre université de Norbert, le yéisme ou bien le kabylisme qui est en perte de vitesse, un bateau qui est en train de chavirer. Je fais la parenthèse. D'accord. Moi, j'aime le débat, j'aime dans la courtoisie dans les débats, mais ici, permettez-moi que je puisse vous faire la chirurgie politique. Ok. Entre répartis. Comprenez que le chef de l'État était magistral. Un discours hybride de plus de 2h30, où il a parlé l'introspection, le temps présent et prospection. Il a démontré exactement là où il a trouvé le pays, dans quel état il a trouvé le pays. C'est comme quelqu'un qui vient d'aménager. Il n'est pas sincère. Comment est-ce qu'il peut dire répartir à zéro alors que lui n'était pas réparti à zéro? Ça, c'est la deuxième question. Mais permettez que je termine. Donc, je réponds à la première et puis je réponds à la deuxième. Donc, ça va être simple pour nous. Et surtout, c'est une émission très pédagogique pour ceux qui nous suivent. Je suis mieux placé, je suis droit dans mes bottes pour vous dire que le chef de l'État a fait plus de 2h30 debout, où il parle des choses avec des précisions. Il a commencé d'abord sur le plan sécuritaire. Qu'est-ce qu'il a trouvé la République? Imaginez que dans ce pays, excusez-moi, nous avions une armée bien structurée parce qu'il a dit, mais une armée qui avait le moyen d'âge 50 ans. Un garçon de 50 ans, même pour faire l'effort physique, ça va être difficile. Ça, c'est un. Il a essayé de restaurer cette armée. Nous avons plus de 60 000 jeunes qui sont formés dans des académies militaires qui n'existaient plus. Ce n'est pas mon frère Paulin qui va me dire que Base de Kitona existait, Efokanang existait, Kamina existait. Tout ça, c'était foutu. Il a trouvé cette république. Je suis content parce qu'il rit en acquiesçant ce que je suis en train de dire. Nous avions une armée qui est infiltrée. Où aujourd'hui, cette armée est capable. Je me rappelle de son discours au 78e session des Nations Unies, où il a dit que notre armée, il est capable aujourd'hui d'attaquer partout, d'intervenir partout où on a besoin d'elle. C'est-à-dire que nous revenons dans une armée, ça ce sont des matières très techniques, je ne sais pas s'il y a la matière là-dedans, mais je ne veux pas entrer trop sur ces dossiers-là pour ne pas donner l'importance à ceux qui nous suivent de l'autre côté de la frontière. Mais nous avons une armée très bien équipée aujourd'hui, nous avons des armes sophistiquées. Nous avons tout ce qu'il faut pour que cette armée puisse être. En dépit de cela, l'insécurité sévit toujours dans la Comprenez, ça c'est la troisième question que je vais répondre. Le chef de l'État a parlé sur le plan infrastructurel. Il a trouvé que le développement d'un pays, c'est quoi? C'est le chemin de fer, c'est les voies aériennes, c'est les voies routières, ainsi de suite. Il a dit combien de routes ont été asphaltées, des routes créées. Ce n'est pas mon cher Paulin, ici à Kinshasa, qui va me dire que s'il part sur la route Elengesa, s'il part sur la nouvelle route qu'on venait de ici à Kinshasa d'abord, où il est témoin. Il est allé sur le plan de la santé. Je suis l'un des concepteurs de ce projet de la couverture santé universelle. Je suis très content parce que c'est en train de, c'est effectif en ce moment. Nous avons des hôpitaux qui ont été construits. L'hôpital Mamayemo, qui est ici à côté, juste ici derrière, peut-être il n'est pas passé par là, mais je vais quand même lui demander après l'émission qu'on passe par là. Depuis 1923, qu'on n'a jamais mis même un coup de pinceau. Mais cet hôpital est sorti de terre, plus de 6 étages. Aujourd'hui, ce n'est pas fini, ça continue. Mais cet hôpital, et dans d'autres hôpitaux de Kinshasa, nous avons ce que nous appelons la gratuité de maternité. Et les femmes, les enfants, la période prénatale, postnatale, et quand les femmes sont suivies gratuitement, même ceux qui passent les césariennes,
je lui demande d'aller vérifier. D'accord. Nous allons sur le plan de la gratuité de l'enseignement. Rapidement. Mais nous avons... On ne peut pas vous parler rapidement. Je lui donne la matière. Parce qu'il n'a pas ça. S'il n'accepte pas ça, c'est-à-dire qu'il est ici, il a une mauvaise volonté. Parce que dans leur parti politique, comme ils ont refusé de participer aux élections à tous les niveaux, alors je me demande comment tout un parti politique va pouvoir subsister ou bien exister. Parce que le parti vit avec les redevances de ses enfants. Nous avons ici, le chef de l'État trouve un enseignant qui touchait 159 000 francs. Aujourd'hui, il est à 409 000 francs. Quelqu'un va me poser la question, mais le dollar était à combien? Mais nous n'avons pas le droit d'utiliser le dollar ici dans notre pays. Mais si nous revenons par rapport à ça, parce que même quand il a pris le pouvoir, il y a 2 ans, les dollars étaient presque au même moment, au même niveau, mais l'enseignant a touché toujours 159 000 francs. Okay. Alors, il y a une amélioration. Il y a plus de 1200 écoles, 1400 écoles construites, plus de 6 millions d'enfants qui sont rentrés à l'école sur le banc de l'école, et ça, j'ai suivi un monsieur de la FMI qui me félicite, qui dit, mais je ne comprends pas. Comment les gens peuvent condamner le fait que les enfants qui pouvaient se retrouver dehors aux heures des études, qui pouvaient être recrutés pour d'autres choses, pour les sales besognes, ces enfants sont à l'école. Dans les principes, c'était d'abord que les enfants rentrent à l'école et voir la qualité par après. Mais aujourd'hui, nous avons tous nos papas, tous les pauvres, comme on le dit, les chauffeurs, les motards, qui sont contents parce qu'ils peuvent quand même économiser aujourd'hui. Si nous allons sur le plan diplomatie. Mais nous avons une diplomatie aujourd'hui. Nous avons, écoutez, je vais terminer par là, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Nous avons des attachés militaires dans toutes les ambassades de la RDC. Ça qui n'était pas le cas. Je parle, nous avons des attachés militaires. C'est-à-dire, partout où il y a l'ambassade du Congo, il y a un attaché militaire. Vous savez, quel est le rôle de l'attaché militaire? C'est parce que tout ce qui se passe là-bas, ils doivent donner des rapports. Mais, mon cher frère, nous, on était avec eux. Nous avons combattu Kabila. Kabila le père, Kabila le fils. Je me rappelle, Norbert a été arrêté plusieurs fois par rapport à la liberté d'expression. Mais lui, il va parler. Il va sortir ici. Personne ne va l'inquiéter. Sur le plan de la liberté d'expression, vous n'allez même pas dire qu'il a fait quelque chose. Voilà la méchanceté. Mon cher Paulin. Monsieur Paulin, vous levez l'option de répartir à zéro ou de consolider les acquis de l'élan imprimé par le président Félix Tshisekedi? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que mon frère John a beaucoup parlé. On ne revenait pas sur... Non, je ne veux même pas faire allusion à tout ce qu'il a dit là. Voilà, parlons. Parce que depuis que la République démocratique du Congo a accédé à la souveraineté internationale, tous les chefs qui nous ont dirigés n'ont jamais eu un mauvais discours. Mais le problème en est que il faut savoir lier les discours à la réalité. Vous pouvez bien parler. Mobutu n'avait pas de mauvais discours. Mobutu avait de bons discours. Tout comme Kassavubu à l'époque, tout comme Lumumba et Laurent Désiré Kabila, même Joseph Kabila, des bons discours. Mais regardez la pratique, sur le terrain. C'est là où se trouvent les problèmes. Même M. Félix n'a jamais eu un mauvais discours. Mais s'il faut lier la parole à la pratique, il y a un parallélisme. D'accord. Donc vous allez comprendre que la loi de dire et de faire n'est pas la même chose. Alors donc, vous choisissez de répartir à zéro? Répartir à zéro. Avoir un autre président ou de laisser Félix Tshisekedi et dire que... Monsieur Félix a fait 2h30 minutes dans son discours. Résumé dans un seul paragraphe. Ok? Vous avez répété cela. Répartir à zéro. Nous devons faire un choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis de l'élan progressif. Ce paragraphe a résumé tout son discours. Alors, en tant que politicien averti, je sais qu'il y a un problème dans le pays. Nous avons une crise politique et sécuritaire qui se vit dans notre pays. Et M. Félix s'est caché dans ce paragraphe que M. John ignore parce qu'il n'est pas politicien avisé. C'est là où nous disons que s'il faut répartir à zéro pour que la paix soit effective en République démocratique du Congo, l'Union des Républicains concède. L'Union des Républicains accepte.
Parce que nous avons toujours dit, lorsque vous lisez l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est un document qui nous a dit, qui nous a montré que comment est-ce que nous pouvons faire pour avoir la paix définitive dans l'ensemble du territoire national. Et ça ne m'étonne pas d'apprendre dans la bouche de M. Félix, qui commence par dire, nous devons faire un choix. Est-ce qu'il faut repartir à zéro pour qu'il y ait la paix? Parce qu'aujourd'hui, notre pays est balkanisé. Ça, il faut le comprendre. Quand bien même que M. John va ignorer, mais les faits sont têtus. Les faits vont les rattraper s'il pouvait, s'il osait me contredire. Raison pour laquelle nous disons, s'il faut repartir à zéro pour avoir la paix dans son ensemble, ou dans l'ensemble du territoire national, l'Union de République est tout à fait d'accord. Les acquis, oui, il peut se vanter. Tout ce qu'il a fait, c'est normal. Nous les concédons. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est normal qu'il puisse parler de lui. Mais s'il faut lier ce qu'il a parlé à la réalité, je pense qu'il y a de l'eau amère là-dedans. Il y a à boire et à manger. Raison pour laquelle je ne veux même pas faire des incantations, interpréter paragraphe par paragraphe ce que M. Félix a parlé, mais comprenez seulement ce que j'ai dit en amont, qu'il n'y a jamais eu un mauvais discours dans le chef de nos dirigeants. Depuis Kassavubu, Lumumba, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et aujourd'hui, M. Félix Tshilombo. Il faut savoir lier la théorie à la pratique. Et raison pour laquelle j'ai dit que M. Félix a résumé son discours de 2 heures du temps à un seul paragraphe. Nous devons faire un choix. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant un dilemme. Aller aux élections ou bien recaler les élections pour rechercher la paix. Je pense que dans le 3e sujet, je vais développer là-dessus. D'accord, Dr John, parlons directement du 3e sujet qui concerne le processus électoral. Demain déjà, c'est le lancement de la campagne électorale pour les élections du 20 décembre. Mais entre-temps, la CENI fait face à des défis logistiques parce que le matériel que nous devons utiliser pour l'organisation des élections, une grande partie se trouve toujours à Séoul. Et la CENI dit qu'elle attend 200 millions de dollars de la part du gouvernement. Jusque-là, le gouvernement n'a pas encore mis cette somme à sa disposition. Le défi démocratique, il est déjà relevé parce que tous les candidats, leurs candidatures ont été validées. Alors, comment aller aux élections à partir du moment où la CENI exprime quelques inquiétudes, Dr John? Merci beaucoup. Le chef de l'État parle. Alors que c'est elle qui est censée organiser des élections crédibles et transparentes. Et... Très bien. Aller consolider les acquis et ne pas repartir à zéro, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Je suis content, je t'ai dit que j'aimais bien M. Paulin parce que c'est un homme honnête. Il a dit, il concède. Il concède, mais ça. Pour lui, s'il faut repartir à zéro pour la paix... C'est un tshisekidiste. Ce qui veut dire... Je dis que c'est un tshisekidiste. Son géniteur, c'est un tshisekidiste. D'accord, processus électoral. Tout ce qu'on a appris, c'est du tshisekidisme. Il peut me contredire ici, c'est son droit, mais il m'accorde aussi le bon droit de faire des objections et de réfléchir autrement. C'est ça la beauté de la démocratie. Demain, c'est déjà la campagne électorale. Vous devez comprendre que ce que M. Félix a dit, comme il est en train de dire, chef de l'État, qu'aujourd'hui est en plein botte, en plein dedans dans la campagne, il l'a dit, il vous a demandé de les vérifier. De beaux discours, très bien. Mais celui-là, il fait du discours très bien. Ok. Je me pose la question si M. Louyeye croit en ce qu'il dit comme discours. Parce que quand Lumumba fait des discours, effectivement, le discours de Lumumba, il y avait des substances. Quand l'histoire de la RDC du Congo devait se définir, s'écrire où c'est, ici, il y a des preuves. Ce n'est pas un discours en l'air.
Quand tout ce que Mobutu a parlé de la zéanisation, mais aujourd'hui, Mobutu disait que personne ne pouvait porter la cravate. Aujourd'hui, je suis content parce que vous avez une très belle cravate, mais vous devez savoir qu'il y a des gens qui se sont battus pour porter la cravate. Ça, ce sont des acquis. Les acquis, c'est voir ce qui a été fait sur le plan de l'armée. L'armée qui était inféodée, qui n'avait rien, qui n'avait pas de matériel, qui n'avait pas de tenue. Aujourd'hui, il le dit, il vous prouve que voilà ce qu'il dit. Il lit la parole aux actes. C'est ça la vérité. Mon cher frère, ce n'est pas la démagogie. C'est pourquoi je vous dis, si tout le monde peut faire du dessous, effectivement, même M. Luyaye, un grand homme politique, il veut aussi du dessous, il ne croit pas à ça. Si vous êtes... C'est ça le syllogisme. Processus électoral, Dr. John. Revenons par rapport à ce que vous venez de dire. C'est déjà demain, la campagne électorale. Entre-temps, il y a des défis logistiques à relever et des défis financiers parce que la CENI attend toujours les 200 millions de la part du... Je vous ai parlé que ni vous, ni moi, ni M. Paulin, qui sommes techniques et scientifiques, excuse-moi, nous ne connaissons rien dans cette matière technique qui est la CENI. Vous venez de dire qu'il y a encore des matériels à Séoul. Très bien, je suis content. Mais vous n'avez pas dit qu'il y a encore quelques avions que Congo... Congo Airways a acquis. Vous n'avez pas parlé de ça parce que les gens parlaient de logistique qui passaient un peu problème. Il y a des avions qui sont en train d'arriver. Il faut aussi souligner ça. Donc tout ça, ça nous achemine vers les élections qui seront démocratiques et indépendantes. J'ai du mal à comprendre, c'est vrai, il peut faire son point de vue, il répète toujours son parti politique, tu sais que lui il parle de faire la publicité, ainsi de suite. Oui, moi je fais la... répétez beaucoup plus Félix. Moi je fais la publicité de Félix, de ce qu'il a fait. J'ai dit que je fais la publicité de ce que j'ai vu il y a 5 ans et de ce qui est arrivé. Mais c'est grâce à quelqu'un. C'est ce que j'ai dit. Donc quand vous dites que... Entre-temps, les candidats à l'élection présidentielle n'ont pas signé les codes de bonne conduite. Restons dans le processus. Nous allons y revenir. Okay. Mais lui ne peut pas trop parler de ça parce qu'ils ne sont pas partie prenante à ça. Il est en train de nous perdre le temps. Mais s'il fait, en tant que Congolais, parler normalement, j'accepte. Mais il ne peut pas engager son parti politique qui n'est pas partie prenante. Et j'ai du mal à croire que votre parti politique risque de disparaître d'ici des années prochaines. Parce que vous voyez, le peu perdu comment c'est perdu. Comme celle dans l'eau. Alors, revenons sur le processus électoral. Entre-temps, les candidats à l'élection présidentielle n'ont pas signé les codes. Nous venons de loin avec M. Kadima. Oui. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui qu'est-ce qui est advenu M. Ngoï Mulunda de mauvaise mémoire. Vous ne pouvez pas me dire ce qui s'est passé avec de mauvaises mémoires. Mais M. Kadima, c'est un technicien. C'est un professionnel. Avec des ans de retard. L'élite nous n'avons pas de retard. Non, j'ai dit Kadima. J'ai dit que nous n'avons pas de retard. Le calendrier électoral est en train de suivre son bon bout de chemin. Vous ne pouvez pas me dire que, parce que l'État, si aujourd'hui on a fait un virement, parce que vous parlez qu'ils attendent 200 millions de dollars, et que si on a fait le virement hier, comment toi et moi on peut le savoir? Et l'argent doit venir à quoi? Vous voyez qu'il y a des matériels à Séoul, il y a d'autres matériels qui sont déjà arrivés ici. Vous avez vu que nous sommes allés nous faire enrôler. Dans l'enrôlement, il y a eu l'identification. Dans l'identification, ça va permettre à ce que chaque Congolais puisse se réapproprier sa nationalité, avoir la carte d'identité. Le 30 juin 2023, le chef de l'État a lancé le go de l'impression de carte d'identité à travers tout ce que nous avons. Attendez, mais je vous donne la matière. Tout ça, ce sont les prouesses de Kadima, de la CENI. Parce que vous voulez que nous puissions les citer. Aujourd'hui, il peut y avoir de retard, ce n'est pas à exclure. On peut avoir un petit glissement par rapport au calendrier. Ça, ce n'est pas... Je dis, on peut. On peut avoir. Ce n'est pas ce qui lui attend. Voilà. Mais jusque-là, nous sommes pleins dedans dans les calendriers. Les matériels sont en train d'être fabriqués. Vous avez vu Kadima à Séoul. Ça reste qu'on puisse les amener ici. On ne doit pas faire les choses de la même manière. Aujourd'hui, c'est la campagne qui commence, n'est-ce pas? Demain. Mais la CENI continue à faire son travail. Quand vous allez battre la campagne, ça n'est pas le travail de CENI. C'est vous, avec votre peuple, comme moi, avec mes électeurs de Lukunga. D'accord. Maman habite Pupula, papa, c'est nous qui allons les affronter pour leur dire voilà, nous allons changer votre vie. Mais maintenant, quand nous allons faire la campagne, mais de l'autre côté, la CENI continue à travailler. Vous venez de me parler de la charte de bonne conduite que les autres devaient signer. Mais c'est ça que je vous dis. Nous sommes en démocratie, non? Non, mais comment nous Il y a encore une autre réunion qui est convoquée. Oui. Je suis content parce que M. Luyaye n'est pas convoqué avec son équipe.
Ce sont les candidats qui sont convoqués, président de la République. Ok. Mais ce sont eux qui vont encore... Parce que, vont signer. je dis bien ceci, il y a une autre réunion qui est convoquée. Il ne faut pas s'alarmer. Toi, tu es un grand débatteur, tu es un grand journaliste. D'accord. Alors, quand nous disons que il y a eu peut-être... La réunion était convoquée pour 2 heures. Ils sont allés à 5 heures. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu un autre candidat qui est allé, qui a confondu le cadre de la CENI comme si c'était un meeting politique. Alors, ce n'était pas ça. On l'a ramené à l'ordre plusieurs fois. Vous parlez de Fayoulou. Mais oui. Ok. Spécialiste en injure. Il est allé même insulter le chef de la CENI. Même c'est une entité technique indépendante. Il n'a pas respecté. Comment pouvez-vous permettre que les gens qui viennent, pour qu'ils puissent signer la charte, pour le respect de ce qui va être fait, le monsieur se substitue en terrain politique, en matinée politique. Donc il y a... On dit les choses de son contraire. Ce que nous attendons, c'est qu'il y aura encore une autre réunion. Vous avez vu le chef de l'État très tôt le matinal, en tant que président de la République, il a démontré qu'il est sous, il respecte la loi. Il est venu comme monsieur tout le monde, il est candidat. Oh. Il n'est pas venu par après que les autres sont entrés parce que tout le monde était obligé de se mettre debout. Mais il est arrivé avant, les autres sont arrivés, ils étaient alignés sur la table comme ici. C'est-à-dire nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Ce n'est pas ce que nous appelons l'humilité. Alors, si nous allons aux élections, nous devons aller aux élections. Que M. Paulin arrête de nous embrouiller. Et je lui demande de débattre campagne pour moi, parce que lui et moi, les idées que lui va me donner, c'est ce qui va permettre à ce que notre population, sa population à lui, qu'il aime là, nous puissions changer de choses. M. Paulin. Et je peux le prendre déjà, c'est mon frère, hein, comme le directeur de ma campagne. D'accord. M. Paulin. C'est un compliment dit quand même, merci. Les défis logistiques et financiers ne sont pas encore relevés du la CENI. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Même si l'Union des Républicains n'est pas partie prenante au processus électoral actuel, mais en tant qu'acteurs politiques, nous avons le droit de mettre aussi notre point de vue. C'est ça que je vous ai acquiescé. Alors, je pense que, à la question que vous avez posée, monsieur le journaliste, dès la sortie du calendrier de monsieur Kadima, monsieur Kadima a fait sortir son calendrier tout en réservant une grande partie aux contraintes. Il a commencé par les contraintes sécuritaires, les contraintes financières et les contraintes logistiques. Elles sont évidentes, et aujourd'hui, monsieur Paulin, pas plus tard qu'hier, M. Kadima a reçu les candidats président de la République à l'hôtel, le nouveau hôtel, là, comment on appelle ça? Voilà. Hilton. Kadima a répété presque ce qu'il avait répété quand il avait publié son calendrier, en disant que jusqu'à preuve du contraire, il y a des contraintes sécuritaires, il y a des contraintes logistiques et des contraintes financières. Et aujourd'hui, vous parlez de 200 millions. Non, je vous informe, plus de 400 millions que M. Kadima est en train de rechercher. Il a même écrit dernièrement au Premier ministre. Il a dit que d'ici la semaine prochaine, si vous ne me donnez pas l'argent demandé, je pense que je vais provoquer le report. Ça, c'est Kadima. Alors, selon les informations que j'ai à ma possession. Alors, quand M. Kadima parle des contraintes logistiques, financières, à supposer qu'aujourd'hui on prend l'argent, on remet à M. Kadima dans un mois. Non, soyons réalistes. Nous sommes des Congolais. Le Congo nous appartient. Et nous avons tous les dénominateurs communs, la République démocratique du Congo. Même si aujourd'hui on remettait à Kadima 400 millions, organiser les élections dans le délai que vous avez parlé dans votre calendrier, c'est-à-dire le 20 décembre 2023. Êtes-vous sûr qu'il y aura des élections? Je ne crois pas. La réponse est non. Kadima est allé en Séoul. Il nous a dit, regardez, il y a des matériels, il y a des kits électoraux. Il y a une grande partie qu'on a fabriquée et ça reste aussi une grande partie. Là, il était dans un dépôt. Hein. Il n'était pas à l'aéroport ou au niveau du port, mais il était dans le dépôt. D'où il fallait d'abord payer l'argent des kits. Après avoir payé l'argent, on va transporter les kits vers l'aéroport ou vers le port. Et si c'est le port, comme une fois lui-même quand il m'avait dit que ça va prendre, ça viendra par la voie maritime. Mais s'il faut compter, faire déplacer les kits électoraux en Corée du Sud, hein, en Corée du Sud, jusqu'ici à Matadi ou bien à Lubumbashi et tout ça, je pense que ça va prendre au moins plus ou moins 1 mois et demi, 2 mois.
Et à quand il va convoquer les élections? Sachez-le bien, qu'une fois arrivé le 20 décembre, les élections ne sont pas organisées. Là, nous entrons encore dans une deuxième crise. À part la crise du vide juridique, là, il y aura maintenant la crise de légitimité. Donc, les Congolais, vous devez ouvrir l'œil et dans le bon. Vous ne parlez pas de la même chose avec des termes différents. Je viens. Vide juridique et... Attendez. Crise de légitimité. Je sais pas. Crise vide juridique. L'article 73. Ok. Convoquer les élections. La convocation des élections revient ou revenait à la CENI 90 jours. Ça, c'est la crise. Ça, c'est le vide juridique. Maintenant, la crise de légitimité. Acceptez ce que vous voulez faire. Ça, c'est notre crise. Parce que dépasser la date du 20 décembre, s'il n'y aura pas élection, le Congo va basculer encore à la deuxième crise, la crise de légitimité. Or, l'Union des Républicains, en tant que parti politique responsable, a toujours fait des propositions. Monsieur Félix, vous êtes signateur de plusieurs traités, plusieurs accords sous-régionaux et régionaux. Et dans les différents accords que M. Félix a signés, on lui a dit, en 2023, il ne faut même pas forcer d'organiser les élections. Il faut d'abord rétablir la paix dans l'ensemble du territoire national. D'accord. Quand on parle de la paix, cela vient comment? Par la voie du dialogue. Pas n'importe lequel. Le dialogue, ici, l'accord cadre d'Addis Abeba. Alors, étant donné que M. Kadima est incapable d'organiser les élections dans le délai constitutionnel, allez-y comprendre. Qu'est-ce qui arrive là? D'accord. C'est là où nous disons, tous ces gens qui parlent aujourd'hui, heureusement que M. John, là au moins, je l'ai félicité. Parce qu'il a reconnu qu'il peut y avoir un glissement technique. Là, il a reconnu. Oui, c'est une probabilité. Tout à fait. Quand il parle d'un glissement technique, mais cela ne se fera pas d'une manière automatique. Parce que vous avez eu un délai. Il va vous répondre. On a dit, le mandat du chef de l'État est de 5 ans. Et on a encore ajouté que organiser, convoquer les élections, c'est-à-dire la CENI, convoquer les élections, selon l'article 73, 90 jours avant. D'accord. Et vous convoquez, vous organisez les élections au mois de décembre. Ce qui est en violation aussi de l'article 73. C'est là où nous disons qu'il est encore temps pour M. Félix de revenir à la raison. C'est là où M. Félix s'est caché dans le dernier paragraphe en disant est-ce qu'il faut repartir à zéro ou bien consolider les acquis? Qu'est-ce qu'il cherche? D'accord. Parce qu'il sait qu'il va négocier en coulisses. Docteur John, vous allez les répondre, mais permettez que je vous pose la dernière question concernant l'interview qu'a accordé le président de la République à France 24 et à RFI. On a comme l'impression que le président a choisi son opposant farouche, qui est Moïse Katumbi, parce qu'il a tiré sur lui en disant qu'il était gouverneur. Il n'a rien fait, même l'aéroport de Kolwezi, c'est nous qui sommes en train de construire. Et donc, on a comme l'impression que le président a délibérément choisi son opposant, parce que les journalistes lui a parlé de Mukwege, de Fayulu, mais lui s'est permis de tirer sur Katumbi. Vous devez savoir qu'on ne doit pas tirer sur le corbillard ni sur l'ambulance. Mon cher Paulin, il n'y aura pas de dialogue. Il y en aura. Cap vers les élections. Il y en aura. La beauté du débat, c'est que ce que vous avez appris chez les Tshisekedi, c'est aussi la tolérance. Ok, allez-y. Vous avez été tolérant tout à l'heure. Là, je vous fais la dernière chirurgie politique. Allez-y. Comprenez que l'accord d'Addis Abeba, il y a aussi l'accord que Kabila avait signé, qu'il a fait signer la République du 23 mars. Si vous regardez l'accord du 23 mars qui stipule que les militaires rwandais pouvaient venir ici, la population congolaise pouvait venir devenir même des députés ici. Non, j'ai dit que je lui faisais juste une pédiatrie politique. Ça va l'aider. Quand il sera dans d'autres chaînes, ça va l'aider. Comprenez que mon cher Paulin, il est devenu spécialiste en matière électorale. Il ne faut pas, quand est-ce que les kits vont quitter Séoul, par quelle voie ça va venir ici. Alors quand il parle comme ça, là vous applaudissez. Mais quand Kadima dit que nous allons aux élections le 20 décembre, vous ne le croyez pas. Donc vous regardez toujours le mal. Il ne faut pas regarder le mal, ça ne vous ressemble pas.
avec une belle cravate que nous nous sommes battus, il faut que vous la portiez. Mais vous voulez comment être de l'autre côté de la plaque, mon cher Paulin. Écoutez, Katumbi incompétent, le il a été calendrier gouverneur. est respecté, nous sommes dans le calendrier, ça c'est tout à fait normal. Katumbi... Et vous devez savoir que quand nous sommes allés, nous avons glissé 2 ans de Kabila. Lambert Mende nous parlait toujours de cet article-là 70 que vous sommes connaissez. déjà à la fin, alors, docteur. je reviens sur Katumbi, il a été gouverneur, le plan sécuritaire. C'est très important. Nous devons savoir que s'il n'y a pas la sécurité, vous et moi, on ne peut pas dormir sur nos 2 oreillers. Mais par rapport à Katumbi, parce que vous venez de parler de lui, on a cité Mukwege, mais le problème de Mukwege, c'était déjà réglé. Vous avez vu que parce qu'il n'est pas politicien, juste comme on a dit, un candidat de l'étranger se manifestait lui-même. Mais par rapport à Katumbi, j'ai dit ceci, le chef de l'État était honnête. On lui a posé la question que vous partez favori à ces élections. Quand les Blancs vous disent ça, si on avait dit que apparemment vous allez échouer comme on avait fait la régie, votre indulgence, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, qui nous donne encore même 3 minutes, s'il vous plaît. Quand on a fait comme avec Georges Weah, les statistiques démontraient que Georges Weah allait échouer. Mais maintenant, même le France 24 vous dit quoi? Nous savons que vous partez favori. Il stipule. Parce que l'opposition n'est pas réunie. Vous avez M. Mukwege qui a du mal à rassembler même 10 personnes par rapport à moi. Je voudrais lui défier. Mais M. Katumbi, nous commençons la marche à pied. Quittant rond-point des Huileries jusqu'au 30 juin. On va voir qu'on va saluer. Le chef a choisi son opposant. J'ai dit ils sont méconnus ici. Alors, quand on pose la question par rapport aux réalisations, parce que Katumbi était gouverneur, Mukwege n'était pas gouverneur. Fayulu n'a jamais été gouverneur. Mais Katumbi était gouverneur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a géré la chose publique. On lui demande, mais dans l'ancienne configuration, qu'est-ce qu'il a fait? Katumbi n'a rien fait. Il avait construit une simple école. Vous savez ce qu'il avait fait là-bas? Tous ces tracts, il a tué la société de chemin de fer congolaise pour mettre ces tracts, ces grands camions qui prennent les marchandises pour amener en Zambie. Et vous savez qui sont les chauffeurs là-bas? Ce sont des Zambiens, parce qu'il dit que les Congolais, ce ne sont pas sérieux. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'aéroport de Kolwezi, l'aéroport de Kisangani, l'aéroport de Mbujimayi, ça, ce sont des innovations, des choses qu'il a créées. D'accord. Comment voulez-vous que vous n'avez jamais été à là-bas? Moi, je vous explique. Vous n'avez jamais été à Kolwezi. Moi, j'y étais. J'ai vu, chez Fifi Massou et je salue en passant, des routes qui sont en train d'être élargies, de construction, des ponts, pont Ango-Ungu, qui est construite depuis la guerre des 80 jours. Aujourd'hui, ça construit, ça peut relier des circonscriptions. Et facilement, vous avez aussi le pont de 147 mètres qui est en train d'être construit entre la Zambie et le Congo. Ça, ce sont des réalisations que mon cher frère ne veut pas me contredire. Monsieur Paulin, pour finir, le chef a choisi son opposant. Ça, c'est votre question. Et moi, qui devais répondre, laissez-moi aussi le temps. Donc, la vérité. Allons-y rapidement parce que nous sommes arrivés à la fin. Je vais d'abord faire un petit toilettage. C'est dans son avantage. Quand tu lui parles de l'accord cadre d'Addis Abeba. Non, l'accord cadre d'Addis Abeba avait été signé le 24 février 2004. Je parlais du M23. Laissez-les, nous sommes arrivés à la fin. Tolérance, mon frère. C'est la remarque que vous m'avez faite. Nous sommes arrivés à la fin. Vous m'avez fait la remarque. Ok, allez-y, monsieur Paulin. Allez-y, monsieur Paulin. L'accord cadre avait été signé le 24 février 2004 à Addis Abeba. C'est un traité international conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. L'article 215. Je pense que c'est un traité international au-dessus même de nos lois. Alors, parlait que M. Félix a choisi son opposant. Entre M. Félix et M. Katumbi, il y a une guerre de redevabilité. Qui doit qui? Faux. M. Katumbi connaît ce qu'il a fait à M. Félix. Et M. Félix connaît ce qu'il a fait à M. Katumbi. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine occasion et bonne évasion sur Congo Base Télévision.